Bonjour esprit de curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des figures les plus révolutionnaires et souvent controversées du XXe siècle. Une philosophe qui n'a pas seulement pensé le monde, mais a radicalement transformé la façon dont la moitié de l'humanité se percevait. Nous parlons bien sûr de Simone de Beauvoir. Son œuvre de 1949, Le deuxième sexe, fut une déflagration, une véritable dynamite conceptuelle. Elle fut classée par le Vatican comme un livre interdit et, avec le temps, par les femmes du monde entier comme une Bible. Mais qu'a dit Beauvoir qui eut un tel impact sismique? Et le plus important, pourquoi ses idées sur la liberté, l'autre et la construction de l'identité sont-elles plus pertinentes que jamais? Voilà la grande question que nous allons déconstruire aujourd'hui. Nous n'allons pas nous contenter de survoler le féminisme. Pour comprendre Beauvoir, nous devons d'abord comprendre sa racine philosophique, l'existentialisme. Nous devons comprendre ce que signifie être radicalement libre avant de pouvoir comprendre pourquoi, pour elle, la condition de la femme était le scandale philosophique fondamental. Ce n'est pas seulement une vidéo sur l'histoire ou le féminisme, c'est une vidéo sur la liberté, sur le fardeau et le privilège de définir qui nous sommes dans un monde qui essaie constamment de nous définir. Préparez-vous, car nous allons démonter l'une des idées les plus puissantes jamais écrites. Nous allons explorer comment on devient femme. Avant de plonger dans le vif du sujet, une brève note. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Pensez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous laissiez votre imagination s'envoler avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre Beauvoir, il faut comprendre le Paris de l'après-guerre. La ville lumière sortait des ténèbres de l'occupation nazie. Une faim palpable régnait, non seulement de pain, mais de sens. Quelle valeur avait la vie humaine après Auschwitz? Que signifiait être libre après le fascisme? Dans ce creuset de crise et de créativité est né l'existentialisme moderne. Au centre de ce mouvement se trouvaient Beauvoir et son compagnon de vie, Jean-Paul Sartre. Souvent, l'histoire l'a relégué au rang de disciple. C'est une erreur fondamentale. C'étaient des partenaires intellectuels. Ils dialoguaient, discutaient et construisaient leur philosophie en tandem. De fait, c'est Beauvoir qui, à bien des égards, a poussé l'existentialisme à sa conclusion la plus logique et humaine. Alors, qu'est-ce que l'existentialisme en quelques mots? La phrase clé de Sartre que Beauvoir a adoptée et transformée est « l'existence précède l'essence ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne naissons pas avec un but, une âme ou une nature définie par un Dieu ou par la biologie. D'abord, nous existons, simplement. Nous sommes jetés dans le monde. Et seulement ensuite, à travers nos choix, nos actions et nos projets, nous définissons qui nous sommes. Nous créons notre propre essence. On n'est pas courageuse par nature. On le devient en agissant avec courage. C'est terrifiant, car cela signifie que nous sommes radicalement libres. Mais cela signifie aussi que nous sommes entièrement responsables de ce que nous sommes. Cette liberté est une source d'angoisse. Nous sommes condamnés à être libres. Nous ne pouvons blâmer ni Dieu, ni la nature, ni notre famille pour nos choix. Mais c'est aussi la source de notre dignité. Nous sommes les seuls architectes de notre sens. Cette idée de l'autocréation est le moteur qui propulse toute la pensée de Simone de Beauvoir. Or, l'existentialisme de Beauvoir a une nuance cruciale, parfois négligée. Dans son livre « L'éthique de l'ambiguïté », elle argumente que notre liberté n'existe pas dans le vide. Ma liberté dépend fondamentalement de la liberté d'autrui. Je ne peux être vraiment libre si j'opprime les autres ou si je suis indifférent à leur oppression. C'est ici qu'elle commence à s'éloigner de l'abstraction pure. Pour Beauvoir, la liberté n'est pas seulement une idée philosophique, c'est un projet politique et éthique. Être libre, c'est vouloir que les autres le soient aussi. Et c'est là que son regard se tourne vers le groupe humain qui, tout au long de l'histoire, s'était vu systématiquement refuser cette liberté fondamentale, les femmes. Avant le deuxième sexe, Beauvoir a introduit un autre concept vital, tiré de la philosophie mais qu'elle va faire sien, le concept de l'autre. En philosophie occidentale, depuis Hegel, nous comprenons que notre identité, notre moi, se forme en relation avec un autre. Nous nous définissons en grande partie par ce que nous ne sommes pas. Le maître se définit en opposition à l'esclave, le natif en opposition à l'étranger. Cette relation moi-autre est une tension fondamentale de la conscience humaine. Mais, dit Beauvoir, dans la plupart de ces cas, la relation est réciproque. Le maître a besoin de l'esclave pour être maître, et l'esclave peut, en théorie, se rebeller et changer la dynamique. Il y a une lutte, une reconnaissance mutuelle, même si conflictuelle. Cependant, elle identifie une catégorie où cette relation n'est pas réciproque, où un groupe s'est érigé en sujet absolu, la norme, l'essentiel, et a défini l'autre groupe non pas comme un opposé, mais comme le relatif, le secondaire, le non essentiel. Ce sujet, c'est l'homme.
Et cet autre absolu, c'est la femme. C'est le diagnostic qui fonde le deuxième sexe. Le problème n'est pas seulement l'oppression légale ou économique. Le problème est ontologique, c'est-à-dire un problème de l'être. L'homme se définit lui-même comme l'être humain par défaut. La femme se définit en relation avec lui. Il est de l'absolu, elle est de l'autre. Il est le soleil, elle est la lune qui reflète sa lumière. Ce livre, publié en 1949, est une analyse monumentale. Ce sont 2 volumes, près de 1000 pages, où Beauvoir utilise la biologie, la psychanalyse, l'histoire, l'anthropologie et la littérature, non pas pour attaquer les hommes, mais pour comprendre la condition féminine. Comment en est-on arrivé à cette situation? Et ainsi, nous arrivons à la phrase la plus célèbre de tout le féminisme, celle qui change tout. On ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas femme, on le devient. Arrêtons-nous un instant. C'est de la dynamite pure, même aujourd'hui. Que dit-elle exactement? Elle ne nie pas la biologie. Elle ne dit pas qu'il n'existe pas de différence biologique entre les sexes. Ce qu'elle dit, c'est que la féminité, cet ensemble de traits, de rôles, d'attentes et de faiblesses supposées que nous associons au fait d'être femme, n'est pas une destinée biologique. C'est une construction sociale. C'est un scénario remis à la petite fille dès sa naissance. Elle distingue sexe de genre, même si elle n'utilise pas ce mot exact. Le sexe est la donnée biologique, être femelle. Le genre, la féminité, est le mythe culturel qui se construit sur cette donnée. C'est la société qui enseigne à la petite fille à être passive, coquette, soumise, à faire passer les besoins des autres avant les siens. On lui apprend à devenir femme. Tandis que le garçon, dit Beauvoir, est éduqué pour l'aventure, pour l'indépendance, pour la transcendance. On l'encourage à être un sujet, un agent de changement dans le monde. La petite fille est éduquée pour l'immanence, pour le soin, pour la répétition, pour être un objet dans le monde des hommes. On la prépare à être l'autre. Beauvoir consacre des centaines de pages à démanteler les mythes de la féminité. Le mythe de l'éternel féminin, l'idée que la femme est un être mystérieux, intuitif, connecté à la nature, mais intrinsèquement irrationnel. Elle démontre que ces mythes ne sont pas des descriptions de la réalité, mais des justifications de la subordination. Si on dit à quelqu'un toute sa vie qu'il est irrationnel, passif et fait pour servir, et qu'on ne lui donne pas accès à l'éducation, au pouvoir économique ou à l'indépendance, il est très probable qu'il agisse de cette manière. Non pas parce que c'est sa nature, mais parce que c'est sa situation. Beauvoir est la grande philosophe de la situation. Elle analyse l'histoire depuis les tribus nomades, où elle argumente que la force physique de l'homme lui a donné un avantage originel jusqu'à l'invention de la propriété privée qui a solidifié le patriarcat. L'homme est devenu le propriétaire de la terre et par extension de la femme, qui est devenue essentielle pour garantir l'héritage de cette terre par le biais d'enfants légitimes. Elle critique Freud et la psychanalyse. Elle ne nie pas l'inconscient, mais rejette l'idée que l'anatomie est le destin. Le complexe d'Oedipe ou l'envie de l'organe masculin ne sont pas, pour elle, des vérités universelles, mais des interprétations d'une psyché déjà façonnée par une société patriarcale. La prétendue envie de l'organe masculin est en réalité l'envie des privilèges dont jouissent les hommes. Elle passe en revue la littérature. Elle montre comment les grands romanciers, même ceux qui aiment les femmes, comme Stendhal ou D.H., Lawrence les dépeigne presque toujours comme l'autre. Elles sont la muse, le mystère, l'objet de désir, le prix ou le piège pour le héros masculin. Rarement sont-elles en elles-mêmes le héros. Rarement sont-elles le sujet. Le diagnostic est brutal. La femme a été complice, dans de nombreux cas, de sa propre suggestion. Pourquoi? Parce qu'être l'autre offre une espèce de sécurité perverse. Il est plus facile d'accepter le scénario qu'on vous a donné que d'assumer la terrible angoisse de la liberté existentialiste. Il est plus facile d'être un objet aimé qu'un sujet libre. C'est ce que les existentialistes appellent la mauvaise foi. C'est quand on se ment à soi-même pour éviter la responsabilité de sa liberté. La femme qui dit « c'est comme ça » ou « c'est ma nature d'être soumise » agit de mauvaise foi. Elle renonce à son projet d'être, à sa transcendance, en échange de l'immanence. Ici, Beauvoir est dure envers les femmes. Elle les critique d'accepter ce pacte. La femme au harem, la courtisane, l'épouse bourgeoise, toutes, à différents degrés, ont échangé leur liberté contre une protection. Elles ont accepté d'être l'objet, le deuxième sexe, en échange de ne pas avoir à affronter la lutte de l'existence. Le livre explore les étapes de la vie. La petite fille à qui l'on enseigne la passivité. L'adolescente qui découvre son corps comme un objet pour l'autre et à la fois comme un piège biologique, les menstruations. La femme mariée, confinée au foyer, à l'immanence des tâches domestiques, un travail qui, contrairement au travail masculin, ne crée rien de nouveau, il ne fait que maintenir. Même la maternité, souvent présentée comme l'accomplissement de la femme, est analysée critiquement. Beauvoir n'est pas contre la maternité, mais contre l'idée que, seule, la maternité est le destin de la femme.
Elle voit la maternité, lorsqu'elle est imposée, comme une autre façon de lier la femme à l'immanence, à sa biologie, au lieu de sa transcendance. L'analyse est dévastatrice. Et, comme vous pouvez l'imaginer, en 1949, ce fut un scandale absolu. L'aile droite l'a accusée de détruire la famille. L'aile gauche communiste l'a accusée d'ignorer la lutte des classes, le vrai problème. Et l'Église, comme nous l'avons dit, l'a interdit pour obscénité. Mais alors, si tel est le diagnostic, quelle est la solution? Comment briser ce cycle millénaire? C'est ici que Beauvoir revient à ses racines existentialistes, mais avec une recette très pratique. Le deuxième volume de Le deuxième sexe s'intitule « La libération ». La première clé et la plus importante pour Beauvoir est la indépendance économique. C'est la base matérielle de toute liberté. Une femme qui dépend de son père, de son mari ou de son amant pour vivre ne peut être un sujet libre. Elle ne peut prendre de décisions authentiques sur sa vie, son corps ou son avenir. Elle est, par définition, subordonnée. Par conséquent, le travail n'est pas seulement une façon de gagner de l'argent. Le travail est la façon dont la femme revendique sa transcendance. Tout comme l'homme, c'est à travers le travail et le projet, qu'il soit artistique, intellectuel, politique ou entrepreneurial, que l'individu se crée et change le monde. Le travail la sort de l'immanence du foyer et la propulse dans le monde de l'action. La deuxième clé est la libération intellectuelle et créative. La femme doit cesser d'être la muse et devenir l'artiste. Elle doit cesser d'être l'objet de l'histoire et commencer à l'écrire. Elle doit prendre la plume, le pinceau, le scalpel et définir le monde depuis sa propre perspective, non pas comme l'autre, mais comme un sujet à part entière. La troisième clé est la liberté sexuelle et reproductive. Beauvoir fut incroyablement radicale ici. Elle a ouvertement plaidé pour le contrôle des naissances et le droit à l'avortement, des décennies avant que ces sujets ne soient au cœur du débat public. Elle a compris que tant que la femme ne pourrait pas contrôler sa propre biologie, sa vie serait toujours à la merci de l'accident biologique, l'alliant à une maternité non désirée. Et finalement, Beauvoir repense l'amoureuse. Dans la société patriarcale, dit-elle, l'amour est souvent un piège pour la femme. On lui enseigne que l'amour, c'est se donner, se perdre dans l'autre, fusionner. Mais pour un existentialiste, se perdre dans l'autre est l'acte suprême de mauvaise foi. C'est renoncer à sa propre liberté. L'amour authentique, dit Beauvoir, n'est possible qu'entre deux sujets libres. Ce n'est pas une fusion, c'est une reconnaissance. C'est un pacte entre deux personnes indépendantes qui choisissent de partager leur projet de vie, mais qui n'y renoncent pas. C'est un amour qui ne se fonde pas sur le besoin et la dépendance, mais sur l'admiration et le respect mutuel. Deux libertés qui se reconnaissent. C'est la femme indépendante que Beauvoir décrit. Ce n'est pas une femme qui déteste les hommes. C'est une femme qui refuse d'être définie par les hommes. C'est une femme qui revendique son droit à être un sujet, à avoir sa propre transcendance, à définir sa propre essence. C'est, en résumé, une femme qui revendique son droit à être pleinement humaine. La propre vie de Simone de Beauvoir fut une tentative de vivre cette philosophie. Sa relation ouverte avec Sartre était légendaire. Ce ne fut pas une relation conventionnelle de mariage, d'enfant et de foyer. Ce fut un pacte de compagnons intellectuels. Il s'appelait amour nécessaire, tandis que leurs autres relations étaient des amours contingents. Ce fut une relation qui a scandalisé beaucoup et elle ne fut pas parfaite. Il y eut des jalousies, de la douleur et des contradictions. Beauvoir elle-même a admis que son indépendance économique ne fut pas toujours totale et que la dynamique de pouvoir avec Sartre était complexe. Mais ce fut une tentative radicale de vivre une vie authentique, libre des conventions bourgeoises qu'ils détestaient tous deux. Outre Le deuxième sexe, son œuvre est vaste. Elle a écrit des romans primés comme Les Mandarins qui capturent le dilemme moral des intellectuels de l'après-guerre. Dans ce livre, elle explore la tension entre la pureté éthique et la nécessité de l'action politique sale. Peut-on changer le monde sans se salir les mains? Et elle a écrit des essais philosophiques clés comme L'éthique de l'ambiguïté, où, comme nous l'avons vu, elle fonde l'idée que la liberté individuelle est intrinsèquement liée à la lutte pour la liberté d'autrui. Son existentialisme n'est pas un acte solitaire d'autodéfinition, c'est un projet collectif. Dans ces dernières années, Beauvoir a appliqué sa méthode d'analyse à un autre groupe autre. Dans son livre « La vieillesse » de 1970, elle a fait pour les personnes âgées ce qu'elle avait fait pour les femmes. Elle a exposé comment la société traite les personnes âgées, non pas comme des sujets expérimentés, mais comme des objets inutiles. Elle a démontré que la vieillesse n'est pas seulement un fait biologique, mais une construction sociale. La société capitaliste, obsédée par la productivité, écarte ceux qui ne produisent tout plus, les confinant à la solitude et à l'immanence, exactement comme les femmes. Ce fut un autre acte de conscience philosophique et politique. Beauvoir n'était pas seulement une théoricienne en chambre, elle était une activiste.
Elle a marché pour les droits civiques, a signé le manifeste des 343 en France, déclarant publiquement avoir eu recours à l'avortement alors qu'il était illégal, et a lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Elle a vécu sa philosophie, elle a compris que les idées ne valent rien si elles ne se traduisent pas en action. Maintenant, parlons de l'héritage. Quand Le deuxième sexe a été publié, il n'a pas eu d'impact immédiat sur la politique. Ce fut une bombe à retardement. Ce fut dans les années 60 et 70 qu'une nouvelle génération de femmes aux États-Unis et en Europe l'a découvert. Et ce livre est devenu l'étincelle qui a allumé la deuxième vague du féminisme. Betty Friedan, auteure de La mystique féminine, a admis que son livre était une version domestiquée de celui de Beauvoir pour le public américain. Kate Millett, dans La politique du sexe, et Shulamit Firestone, dans La dialectique du sexe, ont poussé les idées de Beauvoir encore plus loin, construisant tout un mouvement sur les fondations qu'elle avait posées. Son idée de construction sociale est aujourd'hui la pierre angulaire de presque toutes les études de genre et de sociologie. L'idée que les catégories que nous tenons pour acquises, masculin, féminin, mais aussi racial, social, ne sont pas naturelles, mais construites par le pouvoir, est une idée qui vient directement de l'application qu'elle a faite de l'existentialisme. Bien sûr, Beauvoir n'est pas exempte de critiques. Le féminisme postérieur, la troisième vague et le féminisme intersectionnel, a signalé ces points aveugles. Le deuxième sexe parle principalement de l'expérience de la femme blanche, bourgeoise et européenne. Il y a très peu à dire sur l'expérience des femmes de couleur, des femmes de la classe ouvrière ou des femmes LGBT. Ces critiques sont valides et nécessaires. Beauvoir ne pouvait pas voir au-delà de sa propre situation. Mais cela n'invalide pas sa méthode. Au contraire, le féminisme intersectionnel, qui analyse comment le genre croise la race, la classe et la sexualité, applique la même méthode de Beauvoir. Il montre qu'on ne naît pas femme noire ou on ne naît pas femme trans, on le devient à travers une construction sociale encore plus complexe. Alors, pourquoi est-elle encore si radicale aujourd'hui? Parce que la lutte dont parle Beauvoir n'est pas terminée. Nous vivons toujours dans un monde qui essaie de nous dire qui nous sommes. Qui nous dit que notre valeur est dans notre apparence, dans notre productivité, dans le nombre de likes que nous avons? Un monde qui nous offre constamment la mauvaise foi d'être un objet passif. Le message de Simone de Beauvoir résonne au-delà du féminisme. C'est un appel universel à l'authenticité. C'est un rappel que la liberté est lourde. C'est un travail difficile et constant. C'est la responsabilité de regarder les scénarios que la société nous a donnés, que ce soit par notre genre, notre classe ou notre culture, et avoir le courage de demander « Est-ce mon scénario ? Où puis-je écrire le mien ?» Lire Beauvoir n'est pas un exercice académique. C'est un acte d'insurrection personnelle. C'est se donner la permission d'être le sujet de sa propre vie, pas l'autre dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est comprendre que votre essence n'est pas écrite dans les étoiles, ni dans vos gènes, ni dans les attentes de la société. Votre essence est le résultat de vos choix. Elle nous a enseigné que le premier pas vers la libération est la pensée critique. C'est analyser les mythes qui nous entourent. C'est appeler les choses par leur nom. L'oppression n'est pas une tradition. La subordination n'est pas la nature. C'est une construction de pouvoir. Et tout ce qui a été construit peut être déconstruit et reconstruit. Au final, l'héritage de Simone de Beauvoir est une éthique de l'action. Elle nous oblige à nous voir nous-mêmes et les autres, non pas comme des produits finis, mais comme des projets en constante construction. Elle nous laisse avec la plus difficile et la plus glorieuse des tâches, assumer notre liberté. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie. Ce fut un honneur d'explorer ces idées sismiques avec vous. Si ce voyage intellectuel vous a apporté de la valeur, s'il vous a fait vous interroger ou réfléchir, considérez vous abonner et rejoindre cette communauté d'esprits curieux. Et maintenant, commentez. Quelle idée de Simone de Beauvoir résonne le plus en vous dans le monde d'aujourd'hui? Pour revenir à son analyse du deuxième sexe, il est vital de comprendre que Beauvoir ne considérait pas la femme comme supérieure, ni l'homme comme inférieur. Ce serait tomber dans le même piège de la dualité. Ce qu'elle cherchait, c'était le dépassement de ces catégories. Elle rêvait d'un monde où les mots masculin et féminin seraient de simples descripteurs et non des prescriptions. Elle imaginait une humanité où chaque individu, indépendamment de sa biologie, aurait accès à la gamme complète de l'expérience humaine, où un homme pourrait être immanent, prendre soin, nourrir, sans être moins homme, et une femme pourrait être transcendante, créer, diriger, sans être moins femme. Le but n'était pas que les femmes deviennent des hommes, mais que tous deviennent pleinement humains. C'est la raison pour laquelle son œuvre est au fond un traité humaniste. L'existentialisme entre ses mains devient l'outil définitif de la libération. Il nous dit que nous sommes les auteurs de notre histoire, mais à la différence d'un existentialisme purement individualiste, celui de Beauvoir nous rappelle que nous n'écrivons pas seuls. Nous le faisons dans un monde avec les autres.
Et la mauvaise foi n'est pas seulement se mentir à soi-même, c'est aussi mentir sur les autres. C'est traiter une autre personne comme un objet, comme un autre. C'est lui nier son humanité, sa liberté, sa capacité à être un sujet. Le raciste, le misogyne, l'homophobe, tous agissent de mauvaise foi, car ils nient la liberté fondamentale de l'autre pour justifier leur propre pouvoir. C'est pourquoi sa philosophie est si exigeante. Elle nous exige d'être perpétuellement éveillés. Elle nous exige d'examiner nos propres vies. À quel moment agis-je de mauvaise foi? Quand j'accepte le scénario qu'on m'a donné sans le questionner? À quel moment, subtilement ou ouvertement, je traite les autres comme l'autre pour me sentir plus sujet? La critique de sa relation avec Sartre est aussi un point important. Certains critiques argumentent que, malgré sa philosophie, elle-même est tombée dans le piège d'être le deuxième sexe de Sartre. Il était le philosophe public, elle, souvent, celle qui organisait sa vie. Elle-même a lutté avec cela comme le révèlent ses journaux. Mais cette contradiction, à mon avis, n'affaiblit pas sa philosophie. Elle l'humanise. Elle démontre à quel point c'est difficile. Elle montre que la libération n'est pas un événement, mais un processus. C'est une lutte quotidienne, même pour la femme qui a écrit le manuel. Son honnêteté concernant ses propres luttes est, en soi, un acte de transcendance. Pensons à l'impact de la biologie aujourd'hui. Beauvoir a écrit à une époque sans pilule contraceptive de masse, sans fécondation in vitro, sans la technologie que nous avons aujourd'hui. Cependant, son argument central demeure. La technologie peut changer notre situation biologique, mais c'est la société qui décide ce que signifie cette technologie. Par exemple, la capacité de congeler des ovules. Est-ce un outil de libération qui permet aux femmes de reporter la maternité et de construire leur carrière transcendance? Ou est-ce une nouvelle pression, une façon dont le capitalisme nous dit que nous devons sacrifier notre biologie pour le travail seulement pour la récupérer plus tard à un coût élevé? Beauvoir nous donnerait les outils pour analyser cette question. Elle nous dirait qu'il n'y a pas de réponse naturelle. La réponse est une construction sociale. Cela dépend de qui détient le pouvoir. Est-ce un choix libre ou un choix contraint par un système économique qui ne valorise pas la maternité? La situation, c'est tout. Son analyse de la femme narcissique est aussi brillante. La femme à qui il n'est permis d'être qu'un objet s'obsède de son objectivité. Son corps et son apparence deviennent son unique projet. C'est sa forme de mauvaise foi. Au lieu de faire quelque chose dans le monde, elle se concentre sur le fait d'être quelque chose pour le monde, sur le fait d'être un objet de désir. Cela paraît incroyablement moderne. Pensons à la culture Instagram, la pression pour l'image, l'auto-objectivation constante, la mise en scène de la vie comme un objet d'admiration. Beauvoir l'aurait vu comme un piège d'immanence à l'échelle mondiale. Une forme de mauvaise foi optimisée algorithmiquement. La solution de Beauvoir à cela ne serait pas arrêter d'utiliser son téléphone. Ce serait de nouveau la transcendance. Utiliser ces outils non pour être un objet, mais pour faire un projet, pour créer, pour connecter, pour organiser, pour apprendre, pour être un sujet, non un influenceur, qui est par définition quelqu'un qui existe en relation avec l'autre. L'influence de Beauvoir est aussi clé dans la philosophie queer. L'idée que le genre est une performance, une mise en scène, une construction, comme le dirait plus tard Judith Butler, prend ses racines directes dans la phrase « on devient femme ». Si le genre est quelque chose que l'on devient, alors c'est quelque chose qu'on peut faire différemment ou défaire. Cela ouvre la porte à penser au-delà du binaire homme-femme. Si la féminité est un scénario et la masculinité en est un autre, pourquoi n'y a-t-il que deux scénarios? Ne pouvons-nous pas écrire les nôtres? La déconstruction de Beauvoir de l'éternel féminin est le premier pas pour déconstruire tout le système de genre. Son héritage est par conséquent double. D'un côté, elle est la mère du féminisme moderne, celle qui a fourni le cadre intellectuel pour un mouvement de libération mondiale. D'un autre côté, elle est une philosophe existentialiste pure qui nous a laissé un guide pratique pour l'authenticité. Elle nous a enseigné que la liberté n'est pas confortable. C'est un état de tension constante entre notre situation, les faits de notre vie, notre biologie, notre histoire et notre transcendance, notre capacité à donner un sens à ces faits à travers nos projets. Vivre authentiquement, c'est vivre dans cette tension. C'est refuser les réponses faciles. C'est refuser d'être l'autre. C'est regarder le monde en face, avec toute son ambiguïté, et choisir. Choisir qui être, choisir comment agir, choisir quel monde construire. Et c'est l'invitation finale de Simone de Beauvoir, une invitation qui traverse le siècle et nous parvient aujourd'hui avec la même force qu'en 1949. Ce n'est pas une question de ce que vous êtes, c'est la question existentielle par excellence. Que va-vous faire de la liberté que vous avez? Sa vie, dédiée à l'écriture, à l'activisme et à une quête incessante d'authenticité, est un témoignage de sa propre philosophie. Elle n'a pas seulement écrit sur la transcendance, elle l'a exercée. Elle a publié plus de 20 livres,
a changé le débat mondial et a vécu selon ses propres termes. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez piégé par les attentes, par le « qu'en dira-t-on » ou par le sentiment que votre destin est déjà écrit, souvenez-vous de Beauvoir. Souvenez-vous que l'existence précède l'essence, que le scénario peut être réécrit et que la liberté, bien que terrifiante, est le seul projet qui en vaille la peine. Elle nous a donné le diagnostic, elle nous a donné les outils. Le reste, la construction de notre liberté et de celle des autres, est le travail de notre vie. Le courage de Beauvoir n'était pas seulement intellectuel, il était personnel. Elle a risqué sa réputation, sa sécurité et même ses relations pour dire une vérité que personne ne voulait entendre. Que la structure la plus fondamentale de notre civilisation, la relation entre hommes et femmes, était brisée. Et elle était basée sur un mensonge philosophique. Son héritage, au final, est une invitation au courage. Le courage de penser par nous-mêmes. Le courage de voir le monde tel qu'il est, avec ses constructions et ses mythes. Et le courage d'assumer la responsabilité de le changer en commençant par nous-mêmes. Une tâche monumentale, une tâche pour toute la vie. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie. Ce fut un honneur d'explorer ces idées avec vous. Si ce voyage intellectuel vous a apporté de la valeur, considérez vous abonner et rejoindre notre communauté d'esprits curieux. Et maintenant, commentez. Quelle idée de Beauvoir résonne le plus en vous aujourd'hui ?